il faudra que tu viennes après ici. Parce qu'il y a des gens de la télévision, etc. Donc, ok. Je te présente. Voilà. Tu peux mettre ça. C'est ça, d'accord. Comme ça, d'accord, ok. Oui, je ne sais pas. Non, tu peux parler. Au pupitre, je ne sais pas. Comment tu préfères? Si tu bouges. Oui, c'est ça. Il a l'habitude de bouger. Ouais, non, mais je peux parler au pupitre. Ça va pas aller, ça. D'accord. Mesdames, Messieurs, cher Philippe, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici au Collège de France pour cette conférence de presse à l'occasion de l'attribution du prix Nobel d'économie au professeur Philippe Aghion, titulaire de la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance ici au Collège de France. Et vous imaginez comment le Collège de France est fier de cette magnifique nouvelle. Ancien élève de l'École normale supérieure de Cachan, aujourd'hui l'ENS Paris-Saclay, Philippe Aghion poursuit des études de mathématiques appliquées en économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il obtient successivement un DEA en 1981, un doctorat de troisième cycle en 1983, et ensuite il reçoit un doctorat en économie de l'Université de Harvard en 1987. Il devient ensuite professeur assistant au MIT. En 1989, il retourne en France comme chargé de recherche au CNRS. En 1990, il est nommé économiste à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, poste qu'il va conserver jusqu'à 1992, lorsqu'il devient fellow au Nuffield College de l'Université d'Oxford. En 1996, il est nommé professeur d'économie au University College de Londres, puis professeur d'économie à l'Université de Harvard en 1996. Il quitte ce poste, et c'est ça ce qui nous réjouit, en 2015, lorsqu'il est nommé à la chaire Économie des institutions de l'innovation et de la croissance au Collège de France, où il va créer le Fari Innovation Lab. Il enseigne également à la London School of Economics et à la Paris School of Economics. Au Collège de France, la chaire du professeur Aghion comprend plus de 20 chercheurs. Son objectif est de pousser la recherche de pointe sur l'économie de l'innovation, l'environnement, la productivité, la dynamique des entreprises et la mobilité des revenus de ménages. Les recherches et les cours du professeur Aghion abordent quelques grands énigmes de la croissance, le rôle de la concurrence, celui de la politique industrielle, la relation entre innovation, inégalité et mobilité sociale, ou encore l'apparente stagnation séculaire des économies développées. Enfin, les enseignements proposent aussi une nouvelle façon à la fois de penser les politiques de croissance et d'apprendre sur les mécanismes de la croissance à partir des erreurs de politique économique. Des erreurs, il y en a quelques-uns. Et puis, il vient de recevoir d'ailleurs un IRC pour poursuivre ses recherches. Il a reçu plusieurs prix, je ne vais pas faire toute la liste, seulement citer le prix Johansson du meilleur économiste européen de moins de 45 ans. Ça fait un petit moment. En 2009, tu as reçu le prix von Neumann et en mars 2020, le Frontier of Knowledge Award que tu partages avec Peter Howitt. Et bien évidemment, maintenant, c'est pour cela que nous sommes ici, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Donc, cher Philippe, grand félicitations, grand merci. Philippe va parler 10 minutes à peu près. Oui, voilà. Et puis après, il prendra toutes vos questions. Donc, on va terminer cette séance vers midi et quart. Voilà. Merci d'être venu. Merci Philippe. Merci. Je te donne la parole. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est une grande émotion d'être ici parce que d'abord, première chose, je m'y attendais pas du tout. J'étais certain que ça serait, d'abord je ne sais pas du tout si ça arriverait jamais, et j'étais sûr que ça n'arriverait pas cette année, parce qu'il y avait eu un prix l'an dernier sur un sujet un peu connexe au nôtre, et donc j'étais convaincu que en fait, s'il y avait quoi que ce soit, ça serait pas avant 5-6 ans. Et donc, je m'étais couché tranquillement dimanche soir, parce que j'étais certain que cette année, il se passerait absolument rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à 10h30 hier matin, il me téléphone. C'était à l'heure où je commençais un Zoom. Et Patricia, qui est toujours très organisée, s'était assurée que je serais à l'heure au Zoom.
Évidemment, comme eux appellent à ce moment-là, je ne peux pas rejoindre le Zoom avant 10h50. Et Patricia était paniquée, elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas dans le Zoom? Et je n'avais pas le droit de dire à Patricia la raison, parce que je devais garder ça totalement confidentiel jusqu'à 11h45, heure de la conférence de presse du comité Nobel, à laquelle j'ai participé en audio. Voilà. Alors c'est assez drôle parce que les gens du jury m'ont demandé les numéros de téléphone de mes co-lauréats. Ils les avaient pas. Ils savaient pas joindre Howitt et Joel Mokyr. Donc avec Patricia, on a retrouvé les numéros pour les communiquer au comité Nobel pour qu'ils puissent les appeler. Donc ça c'est gag. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est une grande surprise et je réalise toujours pas voilà que ça s'est passé. Et donc, je suis ravi de le partager donc avec mon co-auteur Peter Howitt, avec qui on a développé la théorie de la croissance schumpeterienne en 87, je vais revenir dessus, et également avec Joel Mokyr, qui en fait vraiment est l'historien de la croissance, quoi, qui est celui qui explique vraiment en quoi qu'est-ce qui a rendu possible le décollage industriel en Europe, pourquoi ça s'est passé en Europe et pas en Chine où il y avait eu beaucoup d'inventions avant, et qu'est-ce qu'il fallait comme mélange. Voilà, surtout les caractéristiques institutionnelles qui ont permis le décollage de la croissance en Europe et pas ailleurs dans le monde. Voilà. Et c'est très lié en fait, ce qu'explique Mokyr, c'est en fait très lié à ce qui constitue les éléments essentiels de la théorie que nous avons développée avec Peter Howitt. Alors je reviens un peu sur la théorie qu'on a développée. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant notre théorie, le modèle dominant, c'était le modèle de Solow, le modèle néoclassique de croissance, où la croissance est tirée par l'accumulation de capital. Donc en fait, on se dit, plus il y a de capital, de stock de capital, plus on produit de la output, du PIB, plus on produit de la output, plus on peut épargner une partie de cet output pour investir et augmenter le stock de capital, ce qui fait augmenter la output, ce qui fait augmenter l'épargne, ce qui fait augmenter le stock de capital, et on se dit, finalement, ça marche très bien, la croissance par l'accumulation de capital. Le problème, c'est que Solow le reconnaissait lui-même, il y a ce qu'on appelle des rendements décroissants à l'accumulation de capital. Si tu passes de 0 machine à 1 machine, tu augmentes beaucoup plus ta production que si tu passes de 9 machines à 10 machines. Et donc, comme tu as ces rendements décroissants par rapport au capital, si tu te reposes uniquement sur l'accumulation de capital, à un moment donné, la croissance s'essouffle et tu cesses de croître. Voilà. Et c'est pour ça que Robert Solow lui-même disait que pour avoir de la croissance de long terme, l'accumulation du capital, ça suffit pas. Il faut du progrès technique. Mais Solow ne vous dit pas d'où vient le progrès technique. Et c'est là qu'il y avait évidemment, Schumpeter avait parlé d'innovation et de destruction créatrice, mais c'était une curiosité. Quand moi j'étudiais l'économie, le modèle dominant, c'était le modèle néoclassique. Il n'y avait pas de modèle schumpeterien. On vous mentionnait Schumpeter dans des cours d'histoire de la pensée économique, des fois dans des cours d'économie industrielle, mais c'était une curiosité puisqu'il n'y avait ni modèle ni empirique. Donc avec Peter Howitt, on a bâti un nouveau paradigme qu'on pouvait confronter à des données, qu'on pouvait développer, et qui est devenu le paradigme dominant maintenant en économie de la croissance. Et quelle est l'idée du paradigme? C'est la première idée, c'est que la croissance de long terme provient de l'innovation cumulative, où chaque innovateur construit sur la base des innovations qui ont précédé. Hein, on se pose toujours sur des épaules de géants, on marche toujours sur des épaules de géants. Donc ça, c'est la première idée, l'innovation est cumulative. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel, elle résulte d'investissements d'entrepreneurs qui poursuivent des investissements innovants, notamment en recherche-développement, parce qu'ils espèrent, en innovant, avoir des profits de monopole, des rentes d'innovation. Et c'est la perspective de ces rentes qui motive les entrepreneurs à investir dans l'innovation. D'accord? Si monsieur Arthur Mann, je pensais qu'il avait aucun profit, il ferait pas Mistral. D'accord? Voilà. Donc, et la troisième idée, c'est la destruction créatrice. Les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Et on voit qu'au cœur du paradigme schumpeterien, il y a une contradiction. D'un côté, il faut les rentes d'innovation pour motiver l'innovation. Mais d'un autre côté, les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations, parce qu'ils veulent pas, eux, être sujets à la destruction créatrice. Réguler l'économie de marché, c'est gérer cette contradiction. À la fois, tu dois donner des rentes, des encouragements pour que les gens entreprennent et innovent, et en même temps, tu veux être sûr qu'ils n'utilisent pas leur rente pour empêcher de nouvelles innovations. Donc ça, c'est politique fiscale, surtout politique de concurrence, joue un rôle très important, et on arrive et c'est une théorie qui vous donne beaucoup de choses. C'est une théorie qui permet d'expliquer pourquoi il y a des pays qui croissent plus vite que d'autres. C'est à vous permettre de comprendre pourquoi le décollage a eu lieu en Europe au XIXe siècle et pas en Chine avant.
Et là, on rejoint Mokir, mais nous, on a un vrai modèle. Et puis, la troisième chose, ça vous permet de comprendre pourquoi il y a des pays qui commencent à croître et qui s'arrêtent à mi-chemin. On appelle ça le syndrome de la middle income trap, de la trappe de revenus médians. Mais il y a des pays développés qui ont le même syndrome. Le Japon l'a eu. Le Japon a cru très vite de l'après-guerre jusqu'aux années 90, et après le Japon a cessé de croître. Donc le Japon lui-même est sujet au syndrome. L'Europe est sujet au syndrome. Nous, on a rattrapé les États-Unis en termes de PIB par tête entre 1945 et le milieu des années 80, et depuis, notre PIB par tête décline par rapport au PIB par tête américain. C'est le même syndrome. C'est-à-dire que nous avions des institutions très bonnes pour le rattrapage technologique, mais nous n'avons pas su passer du rattrapage technologique à des institutions qui étaient bonnes pour l'innovation à la frontière, pour l'innovation de rupture. Et le Japon fait face à ce problème, l'Europe fait face à ce problème. Donc voilà, et l'approche schumpeterienne permet de comprendre pourquoi on a ces middle income trap et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la middle income trap. Une autre énigme, c'est la stagnation séculaire. Par exemple, il y a eu la vague des technologies de l'information, la croissance a boomé aux États-Unis entre 95 et 2005, et puis à partir de 2005, la croissance a décliné fortement, et ça, c'est l'énigme de la stagnation séculaire. Est-ce que c'est parce que les idées sont plus dures à avoir? Nous, on pense au contraire, c'est que pendant la phase où les technologies de l'information se sont déployées, la phase de haute croissance, il y a eu l'émergence d'entreprises superstars, les GAFAM. Les GAFAM, au début, elles ont porté la croissance américaine, mais elles sont devenues tentaculaires parce qu'elles ont fait plein de fusions-acquisitions. Elles se sont agrandies sans limite. Et après, elles ont fini par décourager l'entrée de nouvelles firmes innovantes. Donc on retrouve à nouveau la contradiction schumpeterienne, c'est-à-dire que ils ont porté la croissance, mais c'est ces mêmes forces qui ont porté la croissance qui finissent par devenir un frein à la croissance. Voilà. Et donc, si vous voulez, le paradigme schumpeterien permet de faire beaucoup de choses, et il permet aussi de penser la politique de croissance. Qu'est-ce qu'on doit faire en Europe? C'est le rapport Draghi. En Europe, pourquoi l'Europe n'a fait pas assez d'innovation de rupture? Il n'y a pas un vrai marché unique, il n'y a pas un vrai écosystème d'innovation de rupture, qui est le capital risque et investissement institutionnelle, et nous n'avons pas l'équivalence des DARPA, une manière pro-concurrence de faire de la politique industrielle. Donc tout ça, ça manque à l'Europe, et on voit que les Chinois et les Américains, ils ont réussi à réconcilier politique de concurrence et politique industrielle. L'Europe n'a pas réussi, pas pour le moment, à le faire. Donc l'Europe doit se réveiller, et elle doit mettre en place, elle doit réformer sa doctrine économique, on verra comment si les questions viennent, pour pouvoir se mettre en état de marche, pour stopper le déclin par rapport à la Chine et aux États-Unis, qui est vraiment dramatique. Voilà. Mais vous voyez, c'est une approche qui permet non seulement de comprendre un certain nombre d'énigmes et que d'identifier, d'élucider un certain nombre d'énigmes historiques de l'histoire de la croissance, mais c'est également un paradigme, le paradigme schumpeterien, qui permet de repenser les politiques de croissance de manière totalement nouvelle. C'est pas seulement l'Europe avec le rapport Draghi, c'est également les pays en développement avec le rapport de la Banque mondiale, le World Development Report, qui s'appelle Middle Income Trap, qui explique, voilà, dans les pays émergents, les pays en développement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que vraiment l'idée de base du paradigme schumpeterien, c'est que la croissance, c'est d'abord permettre aux talents de s'exprimer. Il faut permettre l'émergence de nouveaux talents qui viennent évidemment concurrencer les intérêts acquis, qui viennent sans arrêt concurrencer les entreprises existantes, mais tout ce qui fait barrage à l'entrée et au développement de ces talents est évidemment une barrière à la croissance. Et c'est ça la destruction créatrice. C'est que l'idée, c'est que la croissance, c'est lié à des nouveaux entrants, des nouveaux talents qui viennent sans arrêt challenger les intérêts acquis, les innovateurs d'hier. Les innovateurs d'hier doivent être sans arrêt challengés par les nouveaux innovateurs, par les nouveaux entrants. Et tout ce qui fait barrière, que ce soit le système éducatif, ou les barrières à l'entrée, ou le système fiscal, à ce processus-là, est un obstacle à la croissance. Voilà. Je voulais juste dire ces quelques mots-là. Peut-être ça montre un petit peu ce qu'on a fait. Et puis peut-être qu'on peut passer à des questions. Je pense que c'était une introduction un peu à ce qu'on, voilà. Donc peut-être qu'on peut passer à des questions. Et on est ravis donc de l'avoir avec Joe Mokir, puisque lui, c'est l'articulation historique exactement du paradigme schumpeterien que nous développons, nous, par ailleurs. Il y a deux journalistes. Oui. Bonjour, félicitations d'abord, monsieur le professeur. J'avais une question sur la Chine, parce que oui. La Chine est en train de devenir un géant technologique. Est-ce que oui. votre modèle fonctionne pour la Chine, ou est-ce que vous pensez que la Chine est dans un modèle de rattrapage? Et deuxièmement, j'avais une question oui. sur les États-Unis. Avec le développement de l'IA, on voit qu'il y a une tentation monopolistique de plus en plus oui, forte. Absolument. Et donc la question est de savoir si le modèle d'innovation américain peut perdurer. Alors sur la Chine, effectivement, il y avait des gens qui pensaient que la Chine n'allait jamais se développer du tout.
Et moi, j'ai toujours pensé que non, la Chine pouvait en tout cas au minimum faire du rattrapage. Et en fait, c'est vrai que la Chine a réussi à innover également. Et ils ont été très intelligents, mais ils l'ont fait parce que ils ont réussi, par exemple, la concurrence. Ils ont des concurrences entre régions. Et puis également, les Chinois, ce qu'ils font, c'est quand ils donnent des aides à des secteurs, ils donnent à plusieurs entreprises. Donc elles sont en concurrence. Ça a permis de stimuler l'innovation. Et ils ont eu des politiques vraiment très volontaristes d'inversion de la fuite des cerveaux, vous voyez, ils ont pour faire revenir les chercheurs, quoi. Et puis une vraie politique d'innovation, quoi. Vraiment no LabEx, mais à une échelle beaucoup plus grande, quoi. Donc ça, je crois ça, plus le fait qu'ils réconcilient politique industrielle et une forme de concurrence, je pense que ça, et les Chinois évidemment ont su très bien utiliser, mais ça c'est déjà pendant le rattrapage, le fait qu'ils aient une population très éduquée avec l'ouverture évidemment, hein. Mais ça a permis le rattrapage. Mais par ailleurs, ils ont eu une politique très très dynamique d'innovation. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas autant de liberté. Moi, je pense que l'innovation de rupture a besoin de liberté. Mais là, les Chinois étaient très malins parce qu'ils envoyaient les chercheurs à l'étranger dans des pays où il y a la liberté, comme les États-Unis. Et donc j'ai travaillé avec des collègues qui sont ici, avec des co-auteurs, avec Luc et Raphaël, qui sont là. Et eh bien, on voit vraiment comment les restrictions que Trump a imposées aux collaborations scientifiques entre la Chine et les États-Unis ont eu comme résultat de museler un petit peu la recherche fondamentale. Elle a eu un impact négatif sur la recherche fondamentale chinoise, parce qu'ils se sont beaucoup reposés sur la liberté ailleurs également. Donc ils ont été très intelligents de faire des politiques où, autant que possible, sans changer le système, ils pouvaient introduire une certaine liberté d'entreprise, une certaine concurrence, etc. Et puis des chercheurs qui partaient dans des endroits où là la liberté est là et qu'ils pouvaient donc se développer. Et puis après ils revenaient et développer des choses en Chine. Ça c'est assez intelligent. Maintenant, il y a des gens qui pensent qu'ils vont quand même, ils peuvent avoir un problème parce qu'il y a eu une certaine fermeture après le Covid en Chine. Et donc la question est de savoir est-ce que la Chine va se refermer et donc tomber dans la middle income trap, ou est-ce qu'au contraire la Chine va se réformer et éviter la middle income trap. Donc ça c'était une des grosses, et il se pose beaucoup la question justement. Et la deuxième question que vous m'avez posée, c'était sur les États-Unis. Oui, sur l'IA aux États-Unis, justement. Donc le gros problème avec les révolutions d'éthique, c'est que à un moment donné, les entreprises superstars, Google, Microsoft, les GAFAM, ont inhibé le potentiel de croissance d'éthique. Et le problème avec l'IA, c'est que les segments amont de la chaîne de valeur de l'IA sont dans les mains de Google, Microsoft, etc., Amazon, et que donc il y a le danger qu'une politique de concurrence inappropriée également inhibe le potentiel de croissance de l'IA. De la même manière que ça finit par inhiber le potentiel de croissance des technologies de l'information. Pour l'Europe, on est plutôt dans une situation de rente aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour développer l'innovation? Ben là, on arrive au rapport Draghi, en fait. La première chose, c'est qu'il faut d'abord des politiques qu'on appellerait horizontales, non sectorielles, c'est-à-dire qu'il faut d'abord un vrai marché unique. Et il y a beaucoup d'entraves au marché unique, ce qui est la pratique du gold plating. Chaque pays ajoute ses propres réglementations aux réglementations européennes. Donc ça, il faut essayer de combattre ça. Et peut-être que certains pays peuvent décider entre eux d'avoir une zone vraiment de libre-échange. Donc parce que pourquoi c'est important pour l'innovation? Parce que l'innovation, je la vends dans un marché. Si j'ai un marché tout petit, ça veut dire que j'ai peu de rente à l'innovation et j'ai peu de concurrence. Donc je veux à la fois des rentes à l'innovation et de la concurrence. Et évidemment, tout ce qui fait obstacle au marché unique est un obstacle à la croissance de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut un écosystème financier de l'innovation. Et on n'a pas assez de capital risque, on n'a pas assez d'investisseurs institutionnels en Europe, en grande partie parce qu'on a des systèmes de retraite qui sont des systèmes par répartition et pas par capitalisation. Évidemment, ça limite les possibilités de développer des fonds de pension, des fonds mutuels. Mais par exemple, les Suédois ont été capables, malgré le fait qu'ils aient un système par répartition, de développer des investisseurs institutionnels. Donc il faut prendre exemple sur la Suède et développer beaucoup plus. Il nous faut un marché comme le Nasdaq high-tech, un marché des capitaux et donc tout ça. Donc capital risque, marché des capitaux high-tech et investisseurs institutionnels, et peut-être davantage de titrisation des banques autorisées. Je pense que tout ça irait dans le sens d'un écosystème financier adéquat. Et puis, on n'a pas l'équivalent des DARPA, des fameuses Defense Advanced Research Project Agency, qui sont une manière très pro-concurrence de faire la politique industrielle. Tu choisis le secteur, l'argent vient d'en haut, tu as des chefs d'équipe qui viennent de milieux académiques ou industriels, et eux suscitent des projets concurrents. Et là, c'est la partie bottom-up et concurrentielle. Et tu fais ça dans des secteurs comme la défense, comme la transition énergétique, comme la biotech. Et nous, on n'a rien d'équivalent en Europe. Voilà. Donc, toutes ces dimensions-là, on doit améliorer.
Bonjour, merci pour la question. Et pour les pays en développement, particulièrement l'Amérique latine, on est un peu pris entre la guerre commerciale aux États-Unis, avec les États-Unis, mais aussi on a eu des avances contre la lutte de la corruption, aussi pour la fiscalité, mais on ne parle pas assez suffisamment sur la IA. Comment est-ce qu'on peut faire un peu les recettes pour améliorer la croissance économique? Merci. Donc vous voulez savoir sur AI? AI dans les pays émergents, quoi. Bah, je pense que c'est important de pouvoir diffuser. Alors, il y a eu le sommet IA et nous, on recommandait déjà, j'ai co-présidé une commission IA pour le président on a remis un rapport au président Macron il y a 1 an et demi. Et il y a eu le sommet IA en février dernier à Paris, qui s'est beaucoup, et la France, en tout cas, a beaucoup utilisé le rapport que nous avions écrit. Et donc, l'idée, c'est de diffuser l'IA dans les pays en développement, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'idée de diffuser, mais de subventionner cette diffusion. Et donc de créer des structures G20 ou des structures pour pouvoir diffuser l'IA. Donc ça, c'est très important. L'IA, c'est des données de la puissance de calcul. Donc les données, il y a beaucoup, mais il faut pouvoir établir des puissances de calcul locales, qui se reposent entièrement sur des puissances de calcul aux États-Unis. Nous-mêmes, on doit développer nos puissances de calcul. Donc là, il y a l'idée qu'il faut aider les pays en développement à accéder à l'intelligence artificielle. C'est très important, bien sûr. Bonjour, Manon Lamoureux pour Newstank Éducation et Recherche. Déjà, félicitations. Oui. On a évoqué du coup tous les autres pays et l'Europe. Pour la France, est-ce que vous avez des recommandations en particulier? Vous parlez de... Écoutez, j'espère que cet après-midi, le Premier ministre va faire un discours qui va permettre d'éviter la censure. Voilà, donc c'est la première chose. Donc moi, j'ai proposé que sur les retraites, on accepte de stopper l'horloge des retraites jusqu'en 2017, c'est-à-dire qu'on est à 62 ans et 9 mois, et qu'on stoppe là jusqu'en 2017. Et puis voilà. Et après, ça reprend, à moins qu'il y ait une nouvelle loi votée. Un nouveau président, un nouveau gouvernement peut faire voter une nouvelle loi. Je pense que ça, c'est une proposition que les socialistes peuvent pas refuser et qui permettrait, ça s'appelle pas vraiment la suspension, j'appelle ça interruption d'horloge. Et donc comme ça, j'évite le terme suspension. Et j'espère qu'il y aura un compromis, parce que le drame pour la France, c'est si on est en instabilité politique, quoi. Si une nouvelle censure, ça serait dramatique pour la France. Nos taux d'intérêt continuera à monter, notre spread continuera à monter, ça serait dramatique. Donc il faut éviter absolument la censure et quand même arriver à un budget. Je pense pas qu'on pourra faire 40 milliards d'économies. Je pense qu'on peut arriver à 25-30. Mais déjà, je pense qu'on peut. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, parce que ça redonnera à la France une crédibilité internationale et une voix en Europe, puisque si on doit mettre en œuvre le rapport Draghi, ça peut pas être l'Allemagne toute seule qui fait ça doit être l'Allemagne avec nous. Et avec d'autres pays, mais sans le tandem franco-allemand, rien ne peut se faire d'important en Europe. Donc c'est très important que la France mette de l'ordre dans sa maison et montre qu'elle est capable d'atteindre une certaine stabilité politique et proposer un budget qui est raisonnable, voilà, sans être extraordinaire, qui est raisonnable. Donc j'espère que parce que sans ça, on peut rien faire du tout. Par exemple, il faudrait qu'on puisse emprunter, qu'on ait des capacités d'emprunt pour investir dans l'innovation, dans la recherche. Mais si nous, on ne montre pas qu'on a un minimum de sérieux dans la gestion de nos finances publiques et le fait d'avoir un gouvernement qui tient la route, on n'aura aucune voix en Europe pour obtenir quoi que ce soit. Et sur la partie recherche, innovation et talent, recherche, innovation, talent, il y avait eu le meeting de la Sorbonne où le président avait proposé un certain nombre de choses, donc de dire voilà, il faut aider, faire venir. On a la chance qu'aux États-Unis, les universitaires sont pas très heureux, il faut les faire revenir en Europe, mais il faut qu'on puisse les attirer chez nous. Donc on ait les moyens de le faire. Donc à nouveau, c'est peut-être important d'avoir un budget qui est de façon à pouvoir investir dans ce qui est croissance, éducation, recherche, voilà, et de pouvoir. Mais pour ça, il faut que, il faudra à terme en France qu'on travaille davantage. Ça, je crois qu'à terme, il faut d'une manière ou d'une autre, on travaille pas assez par rapport à l'Allemagne ou aux autres pays, et qu'on pousse. Voilà, donc c'est évident que ce problème va se poser à un moment donné. Alors il y a un sous-emploi des seniors, un sous-emploi des jeunes. Il faut essayer de comprendre pourquoi et essayer de voir comment on peut résoudre ce problème-là. Et notamment, et je pense que à un moment ou un autre, on va devoir s'attaquer à ce problème. Et je crois que c'est ça qui va nous donner la latitude pour investir dans l'éducation davantage, j'en parlais tout à l'heure, et également dans la recherche et l'innovation, quoi. Développer des LabEx. Les LabEx, c'est quelque chose qui a très bien marché. On aimerait beaucoup développer l'expérience, mais on a très peu de moyens pour le moment chez nous, pour le faire.
Encore félicitations. Antoine de Signorins pour The Conversation France. Je me demandais, la France a jamais eu autant d'épargne qu'actuellement. Oui. Comment la conduire pour financer justement ces innovations et la croissance? C'est là que je parlais des investisseurs institutionnels. Si on développait des fonds de pension comme en Suède, par exemple, ça canaliserait l'épargne vers l'innovation. Voyez. Je pense aussi que les assurances-vie, on n'incite pas suffisamment à ce qu'elles soient investies dans l'innovation. Donc là, il y a des gens comme Tibi qui réfléchissent à des choses comme ça, qui a des mécanismes qui pourraient permettre d'inciter, de faire en sorte que l'assurance-vie finance davantage l'innovation. Donc là, voilà, il y a beaucoup des choses qu'on peut faire dans cette direction-là. Mais on n'a pas encore les outils, capital risque, investisseurs institutionnels, pour attirer, pour que l'épargne s'investisse. Mais c'est aussi parce que l'innovation se produit ailleurs. Donc les gens investissent aux États-Unis parce que c'est là que l'innovation a lieu. Donc si on crée un écosystème favorable à l'innovation, et d'où les recommandations du rapport Draghi, ça sera une manière aussi de faire en sorte que l'épargne en Europe s'investisse davantage dans l'innovation en Europe et pas ailleurs. Et c'est un des grands... Mais pour ça, la taxe Zuckman, par exemple, c'est une très mauvaise idée. Parce que ça décourage l'innovation. On rate la révolution de l'IA. Avec la taxe, j'adore Gabriel, mais on rate la révolution de l'IA avec la taxe Zuckman. Monsieur Manch, par ailleurs. C'est immédiatement, quoi. Ça décourage l'innovation parce que c'est une entreprise qui a une valuation très élevée, fait pas de cash flow. Et donc, il doit trouver des financiers pour payer ses impôts au lieu de trouver des financiers pour financer l'innovation. Donc, les concurrents dans d'autres pays vont gagner vont l'emporter. Donc, ou Manch par ailleurs, ou sinon, Manch, de toute façon, il va devoir mettre la clé sous la porte parce qu'il y aura d'autres entreprises semblables à Manch, semblables à Mistral, qui eux n'ont pas du tout les mêmes contraintes et qui peuvent vraiment développer leur innovation. Donc, je crois vraiment, mais je crois que c'est très intéressant parce que pourquoi je mentionne ça? Parce que Gabriel, quelqu'un qui fait des travaux formidables, mais le truc, c'est que dans son monde, il n'y a pas l'entreprise. Au cœur du modèle schumpeterien, c'est l'entreprise. C'est le cœur du modèle de croissance. Et lui, il raisonne plus en termes du modèle de Solow, où on parle d'épargne et de consommation. On dit l'épargne. Et comme si toute l'épargne allait dans le même sens. On met dans le même sac la personne qui investit toute son épargne dans son entreprise et prend énormément de risques, et quelqu'un qui investit son épargne dans des fonds de pension ou dans de l'immobilier où il prend beaucoup moins de risques. Et dans le modèle schumpeterien, c'est pas comme ça du tout, justement. Parce que le cœur du modèle, c'est l'entreprise. Il faut permettre à de nouvelles entreprises de se créer et de se développer si elles sont bonnes. C'est ça qu'on veut. En même temps, de se développer d'une manière qui n'empêche pas l'entrée de nouveaux. C'est ce monde-là dans lequel on est. Et c'est pour ça que le paradigme est très important. Vous voyez, on ne raisonne pas dans le même paradigme. Voilà. Et, la question pour prolonger, justement, là, vous parlez d'investir l'épargne dans l'entreprise, mais de plus en plus, on assiste au holding, qu'elle soit familiale. Alors là, il y a un vrai problème. Alors absolument. Comment on peut essayer de rediriger tout l'argent, non pas vers une holding qui évite justement une taxation des revenus, etc., voire plus loin sur les paradis fiscaux. Voilà. Alors je ne suis pas un spécialiste fiscaliste. Il y a eu un rapport de l'IPP, l'Institut des politiques publiques, qui était sorti il y a plus de 2 ans sur les holdings patrimoniales. C'est un excellent rapport. Et je pense que Antoine Bozio et ses collaborateurs sauraient vous dire ce qu'il faut faire exactement. Mais là, il y a un vrai problème. Il y a une utilisation abusive. Par exemple, la niche du trail, il y en a certains qui en font une utilisation abusive. C'est qui se mettent comme une entreprise pour ne pas avoir à payer l'impôt sur les successions. Et de la même manière, il y a des gens qui utilisent la holding familiale ou patrimoniale pour ne pas payer l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est inacceptable. Il y a des gens qui font acheter leurs chalets, leurs avions privés sur des holdings. Ça, c'est inacceptable. Donc là, il y a beaucoup à faire. Je pense aussi que le crédit impôt recherche doit être mis à plat. Je ne dis pas qu'il faut le réduire, mais il est mal ciblé pour le moment. Donc je pense qu'une nécessaire mise à plat de tout ça est nécessaire. Voilà. Et je pense vraiment qu'il va falloir faire contribuer effectivement les plus fortunés, mais dans ce qu'ils ont de non productif, et puis également s'attaquer aux holdings, à l'utilisation abusive des niches fiscales et des holdings patrimoniales, absolument. Je crois que... Quelqu'un d'autre ? Une dernière question lors de la conférence de l'Assemblée Nobel. Vous évoquiez ce que vous vouliez faire avec le prix et notamment que vous vouliez l'investir dans les travaux de votre laboratoire. Je voulais savoir si vous aviez eu le temps de réfléchir un peu. Et si vous aviez... Non, pas tellement. Et, sur quoi
voudriez travailler? J'aimerais en partie investir, oui. Alors, on a la bourse ERC, mais enfin, des fois, il y a des choses qu'on peut faire avec la bourse, des choses qu'on peut pas. Donc, j'aimerais en partie pouvoir investir dans ce qu'on fait. Parce qu'on développe de la recherche. Là, j'ai mon laboratoire qui est derrière vous, qui est tous ces jeunes formidables. Et justement, parler des jeunes talents et des jeunes, ben voilà, ils sont là. Et on développe plein de projets en parallèle sur la politique de R&D, sur la Firm Dynamics, sur croissance et IA et l'impact économique et environnemental de l'IA, sur la croissance verte et l'innovation verte. Et donc on a plein de projets et sur IA et environnement. Et donc je voudrais qu'on puisse développer ces projets le mieux possible, quoi. Donc si je peux contribuer encore davantage avec à l'argent du prix, je serais ravi de le faire. Et parce que enfin, c'est ce paradigme, il se passe plein de choses, quoi. Donc on peut faire plein de choses. Et il y a une nouvelle génération de chercheurs très talentueux qui travaillent dans ce domaine, et je veux pouvoir leur donner les moyens de le faire le mieux possible. Est-ce que encore une question ou c'est terminé pour vous tous? Ah voilà. Et pour les innovations, donc vous parlez beaucoup d'IA et de technologie. Est-ce que vous croyez aussi, là vous venez de parler de croissance verte, des innovations environnementales ou sociales qui peuvent tirer la croissance? Moi je crois beaucoup les deux. Je crois beaucoup dans les innovations sociales et environnementales, absolument. Donc environnementale, c'est toute une panoplie. Vous avez ce qu'on appelle les innovations d'atténuation de la hausse de température. Donc c'est tout ce qui est nouvelles sources d'énergie ou produire avec moins d'énergie, etc. Vous avez les innovations d'adaptation, les digues, les systèmes d'air conditionné qui consomment moins d'énergie ou qui sont moins chers. Ça, c'est des innovations d'adaptation. Et il y a des gens qui travaillent sur des systèmes d'amélioration pour refroidir l'air. Donc ça, alors je sais que c'est encore, quand on en parle, les gens sourient, mais la géo-ingénierie, où il y a d'autres, mais comme ça, d'autres pistes qui sont étudiées pour essayer de refroidir l'air dans des endroits où l'air est trop chaud. Donc il y a énorme, l'innovation verte, ça regroupe beaucoup de choses, mais ça regroupe également des innovations de comportement pour consommer moins dans nos comportements et dans l'organisation de la production pour consommer moins d'énergie. Ça, ce sont des innovations, évidemment. Mais je crois aussi dans la nécessité d'innovation d'organisation. Je crois beaucoup qu'on peut produire. Voilà, il y a tout le débat sur le travail. Sur le travail à la maison, sur voilà, comment se partager son temps entre l'entreprise et le travail chez soi. Enfin, voilà, comment réorganiser le travail. Je crois qu'il y a des grands débats là-dessus. Et le bonheur au travail, je crois que c'est quelque chose aussi très important. Hein. Je crois que beaucoup de gens ne sont pas heureux au travail, donc il y a certainement des choses. Et en France, en particulier, il y a des gros problèmes vraiment de misère au travail, quoi. Donc je crois que beaucoup les gens veulent partir tôt à la retraite ou prendre beaucoup de vacances parce qu'aussi ils sont pas heureux au travail. Il y a un vrai problème là que Philippe Pon et d'autres ont dénoncé depuis très longtemps, mais qu'on n'a jamais vraiment attaqué. Et je crois que là c'est de l'innovation également. Si je peux me permettre une autre question, est-ce que dans une zone comme l'Europe où on est en déclin démographique, l'innovation est possible? Est-ce que historiquement c'est possible de faire de l'innovation dans une région avec une démographie déclinante? D'abord, je pense que oui, si on a davantage de personnes qui ont une éducation appropriée. Et là, on tombe sur tous les travaux de mon collègue Xavier Jaravel. On a beaucoup d'Einstein perdus et de Marie Curie perdus. C'est-à-dire que d'enfants qui sont très, très intelligents, mais ils n'ont pas réussi à avoir les encouragements et savoir qu'on peut inventer, quoi. Vous voyez, c'est pas juste le savoir, c'est aspiration, les aspirations à innover. Moi, j'ai beaucoup dans le lycée de zones défavorisées, puisqu'on a le campus de l'innovation pour les lycées, qui fait partie de notre lab, et on va beaucoup dans des lycées de zones défavorisées où les jeunes nous disent, mais nous, on savait pas qu'on pouvait faire tout ça. Ils viennent au Collège de France, ils découvrent qu'il y a quelque chose qui s'appelle la recherche, ils savent pas. Donc, je crois beaucoup que l'éducation peut permettre à beaucoup de jeunes intelligents, issus de familles défavorisées, d'accéder à la recherche, de devenir innovateurs. La réforme finlandaise de 1970 a permis à beaucoup de jeunes de milieux modestes de devenir innovateurs. Donc, je pense que même avec une démographie déclinante, avec une bonne politique éducative, on peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus
d'entrants potentiels. Je parle toujours de l'entrée de nouveaux talents. On peut augmenter considérablement l'entrée sans avoir à jouer entièrement sur la démographie. Mais par ailleurs, je crois beaucoup à l'immigration intelligente. Je pense que la politique de zéro immigration est une politique totalement stupide. Je pense qu'il faut l'immigration. Il faut évidemment l'immigration choisie avec... Moi, j'aime beaucoup le système des points canadiens ou d'autres moyens de piloter l'immigration. Je crois aussi à la nécessité d'intégrer les personnes qui viennent. Mais je pense que l'immigration zéro, c'est une très mauvaise idée également. Mais je pense qu'il ne faut pas reposer uniquement là-dessus. Il faut également permettre à beaucoup plus de personnes, par l'éducation, d'accéder à l'innovation. Comment faudrait faire concrètement quand vous dites bonne éducation pour accéder à la l'éducation recherche et à l'innovation? Ouais. L'éducation, je crois beaucoup. La réforme, le système, moi, je veux pas faire de la décalcomanie, mais dans le système finlandais, il y a beaucoup de choses. D'abord, les standards, les programmes sont déterminés de manière centralisée, d'accord. Les standards de formation des maîtres, c'est aussi standardisé. Tu peux pas être professeur là-bas si t'as pas fait 5 ans d'études après le bac, dont au moins 1 année et demie de pédagogie. Et puis il y a recyclage régulier. Et ensuite les écoles sont assez décentralisées, la gestion des écoles, mais c'est inspecté quoi. Tu vois, tu as une évaluation. Je trouve que c'est un bon système, c'est un bon mélange de centralisé, de décentralisé, et je crois que ça marche très très bien. Et puis il y a évidemment le tutorat. Il y a peu d'élèves dans les classes. Des profs très bien formés, très bien payés, très respectés, et les devoirs sont faits en classe. Et les devoirs sont faits à l'école, et il y a des tuteurs. Moi, je crois que tout ça, c'est important. Et je crois beaucoup qu'il faut mettre l'accent sur le calcul et la grammaire. Je suis et pas mettre trop à la disposition des enfants trop tôt les iPhones et tout ça, quoi. Donc je pense que moi je suis pour les manuels, je suis très très réactionnaire de ce point de vue-là. Je suis pour les manuels, je suis pour le calcul, la grammaire, la dictée, faire des dictées, ça n'a rien d'infamant. Vraiment beaucoup de ça, et que à l'école les devoirs soient faits, quoi, et que les enfants soient suivis. Je crois qu'avec ça on relève les niveaux PISA. Je suis convaincu. Mais il faut tout ça et ça coûte de l'argent. D'où l'importance d'économiser ailleurs pour pouvoir dépenser davantage, mais mieux dans l'éducation, quoi. Philippe, on va arrêter. Est-ce que tu souhaites conclure? Écoutez, voilà, non, non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que moi, je sais qu'on est dans une période de grand pessimisme, et je sais qu'il y a beaucoup de raisons d'être pessimiste, mais je pense qu'il y a des lueurs d'espoir, il y a des sujets d'espoir. Et je crois qu'on a en Europe des scientifiques de haut niveau, et puis l'Europe, elle a des valeurs. L'Europe, c'est la liberté et la démocratie. Maintenant, c'est en Europe plus qu'ailleurs. L'Europe, c'est le modèle social. Je n'aimerais absolument pas imiter le modèle social américain, qui est vraiment épouvantable. Et puis 3, quand même l'environnement, l'attachement à l'environnement. Et l'Europe est porteuse de ces valeurs. Donc on a de merveilleux scientifiques et on a des valeurs. Vous voyez. Et je pense que ça nous donne un soft power, comme on dit. Et donc l'Europe a une capacité, devrait pouvoir être un pôle de croissance et de développement dans le monde. Voilà. Et donc il faut simplement qu'elle ajuste ses politiques, ses institutions. L'Europe a été construite de manière très rigide. C'est-à-dire que c'était beaucoup des règles, quoi. C'était c'était l'après-guerre, c'était des pays qui s'étaient fait la guerre, donc il fallait surtout avoir des règles pour qu'ils arrêtent de se taper dessus, quoi, et qu'ils travaillent ensemble. Mais trop de règles, quoi. Trop de règles et trop contraignants. Et puis c'est très hayekien, c'est-à-dire il fallait s'assurer que chaque pays, on limitait ses marges de manœuvre. Donc Maastricht, 3%, un déficit de plus de 3% du PIB, quelle que soit l'utilisation, sans distinguer entre les investissements de croissance et les dépenses de fonctionnement. Au nom de la politique de concurrence, qui était en fait une politique d'intégration, on empêchait toute politique industrielle. Ensuite, un budget très faible, très petit budget européen. On est un géant réglementaire et un budgétaire, mais on doit faire des grands investissements. Donc l'Europe doit changer sa doctrine économique et évoluer et adapter son modèle social pour mieux le préserver. Je pense que c'est important. Mais avec l'idée qu'on veut un modèle social. On veut de l'innovation, mais on veut également un modèle social qui soit bien meilleur que le modèle américain. Et on a cet engagement à la croissance verte également. Et je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire, mais il faut que les pays le fassent. Alors la question c'est est-ce que ça sera fait à 27? Moi je pense que ce sera coalition of the willing. Je pense que c'est quelques pays qui veulent faire, qui vont commencer, et ensuite les autres pays suivront. Seulement tant que la France ne met pas sa maison en ordre, la France est absente. Donc il faut que la France mette sa maison en ordre. Donc j'attends beaucoup du discours de politique générale de cet après-midi. Voilà. Pour conclure. Merci beaucoup. Voilà.
je laisse, là, je crois qu'il y a encore des gens qui... Bon, à bientôt. Donc je vais, qu'est-ce que je rejoins? Alors, est-ce que Oui. Il y a deux questions pour Oui. quotidien. Oui, très bien, bah je fais. Prends ton sac. Là, tu prends mon sac. Mais alors, oui, mais après, je vais tout perdre parce que oui, tu as mon, et mon imperméable. Et l'intérieur, c'est Patricia qui l'a. C'est Patricia qui est imperméable. Parce que j'ai peur. Tu as tout, d'accord. Super. Bon, très bien. Est-ce que du coup, tu viens pour le colloque rentrée pour faire le point? Ah ben je viens bien. Je suis censé avoir une Oui, session. c'est ça. Oui, Je vais là. C'est le matin. C'est le matin du vendredi. Matin. C'est ça. Je serai là à ma session. À la performance économique. À la performance économique et à l'état de nos finances permettant un peu plus. Oui, non, mais j'aime bien. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Non, mais vous avez raison, c'est que. Bah, alors, on a combien de prix Nobel d'économie? Alors, d'abord, il y a 2 prix Nobel d'économie qui sont venus sur quand même. Donc, on ne peut pas reprocher à Allais et De Greux de ne pas être. Donc, il y a essentiellement Tirol, Esther et moi. Donc, on essaye de